Voilà, donc oui, je dénonce la réalité socio-judiciaire. Il faut arrêter de donner du rêve aux enfants, aux parents protecteurs, parce que c'est à la source qu'il faut d'abord s'attaquer, la justice. On se retrouve dans une roue de l'enfer, c'est la roue de l'enfer. Je suis victime de violences conjugales et j'arrive à être coupable. On ne tient pas compte, les juges ne tiennent pas compte des paroles, de leurs révélations, de leurs choix, de leurs envies. Et je vous assure, en audience, on ne parle que de lui, que de ses droits. Et les droits des enfants, je le fais remarquer, quoi. Ils ne sont pas abordés, ils sont occultés. Personne ne porte leur voix. En France, en 2020, nos enfants sont maltraités par les institutions. Bonjour à tous, donc je fais cette vidéo en fait, donc qui n'est pas facile pour moi parce qu'elle revient sur les révélations de ma fille, mais elle me semble tellement nécessaire parce que ces temps-ci, il y a toute une communication autour des enfants, notamment avec l'intervention d'Adrien Taquet, comme quoi les enfants doivent parler. Je pense d'ailleurs au dossier dans Elle Magazine avec Brigitte Macron et Andrea Bescon, qui d'ailleurs a publié de petits magazines, de petits livres, pardon, à l'attention des enfants. Et on voit aussi tout un tas de communications autour du 119. Mais je pense sincèrement qu'on se trompe de lutte. On se trompe de lutte parce que les enfants parlent. À partir du moment qu'ils sont en confiance, ils vont réussir à libérer la parole. Alors forcément, c'est bien de toujours faire des communications dans ce sens, mais ils vont parler des violences qu'ils ont subies. Alors oui, évidemment, il faut encourager leurs paroles, mais que se passe-t-il après, concrètement? Bah rien, c'est ça le problème. On ne sait pas entendre leurs paroles, on ne sait pas les écouter. On les encourage, on leur dit que leur agresseur n'a pas le droit de faire ça, que ce n'est pas bien, qu'on va les protéger, et puis après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, absolument rien. Et c'est pire que ça même. Les enfants qui en parlaient vont même se retrouver face à leur agresseur. Leur traumatisme n'est jamais pris en compte. Et c'est encore pire que ça. Parce que le problème, c'est en justice. Et c'est là que la lutte doit être menée. Il y a trop le nuage de trop. Mais je rappelle quand même qu'il y a eu 12 enfants reconnus victimes. Et chacun oublie et veut oublier les graves défaillances d'Outreau. Mais cela doit arranger des magistrats qui affirment la capacité de penser des enfants. Voilà où on en est le problème. C'est une idéologie qui décrédibilise la parole des victimes au mépris des conventions internationales. Alors oui, je dénonce cette communication qui ne sert à rien, qui vend du rêve. Et je vais vous dire avec mon histoire, qui est pourtant significative à elle seule, qui est un cas d'école. Elle vend du rêve parce qu'il y a un fossé énorme entre les promesses faites par le gouvernement, par l'État, et la réalité en justice. J'ai subi des violences conjugales durant 3 années de mariage. Alors que j'étais enceinte, j'ai été hospitalisée en urgence. Ma fille est née 1 mois avant le terme. L'accouchement a été déclenché pour me sauver. J'ai eu 21 jours d'ITT, par le médecin légiste de l'hôpital. J'ai demandé le divorce en 2015. Il a été prononcé auto-exclusif de mon ex-mari. Les violences conjugales ont donc été avérées en justice par 5 jugements. Il a encore été déclaré en septembre 2020 coupable au pénal. Donc voilà. Donc un conjoint violent n'est jamais un bon père. L'arrêt rendu par la Cour de Versailles officialise et sert dorénavant de jurisprudence grâce au combat de mon amie Laura Rapp pour nos filles. Je cite aussi la Convention d'Istanbul qui fait partie intégrante de notre loi. On découvre les choses aujourd'hui, les politiques découvrent en tout cas depuis l'année dernière, mais il faut savoir que nous avons un arsenal juridique. Donc je vais vous parler, je vais m'adresser à vous, je vais exposer certaines choses. C'est avec des documents que je récupère par des failles, en fait, des failles juridiques. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir défendre ma fille, malgré des lettres recommandées donc au département ou au tribunal, je n'ai aucun dossier pénal de ma fille. Alors, tout commence en juillet 2018. Il y a un dossier comme information préoccupante lié au père de ma fille. Elle avait 3 ans. Donc c'est un témoignage de voisins, je vais vous le lire.
Sur la fiche de recueil qui a été remplie par l'assistante sociale de la Maison des Solidarités, il est dit que l'informateur y a signalé la situation d'une petite fille d'environ 2 ans qui est accueillie donc, par son père un week-end sur 2. Elle se prénomme... voilà. La personne relate un événement survenu le dimanche 8 juillet 2018 au soir. L'ex-compagne de monsieur, qui n'est pas la mère de l'enfant, aurait reçu des coups dans l'appartement et des menaces dans la rue. Le père de l'enfant, titubant, essayait de rattraper son ex-compagne tout en la menaçant. L'ex-compagne avait du sang sur le visage et l'enfant est témoin de cette scène. Le signalant précise qu'il ne s'agit pas d'un événement isolé. D'après ses dires, monsieur s'alcoolise régulièrement et fume des substances en présence de l'enfant. Monsieur poserait des problèmes dans le voisinage, ainsi que des menaces envers les femmes seules dans la résidence. La mère de l'enfant n'est pas connue par le signalant et n'a pas ses coordonnées. Donc, il est écrit ensuite dans le rapport donc, de la CRIP, de la protection de l'enfance, que monsieur, donc le père de ma fille, n'hésite pas à exercer sa violence auprès du personnel des services du conseil départemental, qui, dans un rapport donc, du 19 juin 2019, affirmait que l'évaluation de l'information préoccupante n'a pu être menée que partiellement. Monsieur ne s'est présenté qu'un seul des 3 entretiens proposés. Il n'a pas permis que son rôle de père et son positionnement éducatif soient abordés avec lui. Par ailleurs, avant et après cet unique rendez-vous, il a contacté la maison donc, des solidarités pour proférer des propos menaçants et agressifs envers les travailleurs sociaux et la voisine qu'il pense à l'origine de l'information préoccupante. Et ceci est souligné par le rédacteur, enfin par la personne des services sociaux dans les conclusions. Et il sera d'ailleurs rappelé, je le précise maintenant dans le cadre de ce rapport, qu'il est évalué que Madame Thiel, donc c'est moi, est adaptée et propose un cadre sécurisant à sa fille. Donc sur ce constat alarmant, le service préconisait une mesure d'AEMO et une mesure d'expertise psychiatrique pour monsieur. Et j'ai pu prendre connaissance du rapport de la protection de l'enfance de juin 2019, où il fait état de violences physiques et menaces de monsieur sur une de ses ex-compagnes, événement qui se produirait régulièrement en présence de sa fille, âgée de 3 ans et demi. L'alcoolisation et la consommation de substances illicites de monsieur, ainsi que ses problèmes de voisinage, donc agressivité envers les femmes seules vivant dans les résidences, sont également évoqués. Évaluation enfance en danger est déclenchée le 11 juillet 2018 avec l'adresse du père. Donc à la suite de cette information préoccupante, le département envoie un signalement lié au père sur ma fille au procureur. Donc quelques mois après, en fait en décembre 2018, ma fille fait des révélations de viol, de sodomie, d'attouchements sexuels, d'attouchements vaginaux et puis d'autres révélations. Donc elle avait 3 ans et demi en décembre 2018. Donc j'ai ici le document, je ne peux pas vous le montrer forcément, mais je vais vous lire en fait de l'hôpital. Donc de notre côté, nous avons eu votre avocate, transmis le signalement et je tente de joindre le commissariat donc, de ma ville. J'ai donc suite à ce signalement-là, j'ai été convoquée à la brigade de protection des familles, dont j'ai la convocation ici. Donc c'était le mercredi 19 décembre pour l'audition de ma fille et l'audition de vous-même suite aux déclarations de votre fille faisant état d'attouchement et de viol sur mineur de 15 ans par ascendant. Donc il a été dit suite à... Alors ma fille a été entendue en salle Mélanie à 3 ans et demi. La brigade a été saisie donc, le 14 décembre par le parquet des mineurs de la situation de la jeune de ma fille qui dénonçait des faits d'abus sexuels commis par son père. L'instruction parquet fait suite à un signalement de l'hôpital. La petite expliquait que lorsqu'elle se trouvait chez son père, ce dernier lui mettait son porte-cigarette dans les fesses. Elle parlait même de pénétration anale pénienne. Elle était entendue en salle Mélanie et réitérait ses propos.
Donc j'ai forcément, quand le policier m'a fait part que ma fille avait parlé avec lui, donc j'imagine bien qu'en plus ma fille était impressionnée vu son jeune âge par l'homme, la tenue, et qu'elle avait parlé, donc j'ai fait forcément la plainte pour accompagner mon enfant et pour la défendre. Suite aux révélations donc, de mon enfant à l'hôpital, à la brigade, ma fille a eu une expertise psychologique. L'expert énonce que l'enfant n'a pu inventer la couleur du sexe marron, pas plus le fait qu'il puisse être, tantôt être dur, tantôt être mou, pas plus que n'a pu être inventé par l'enfant qu'elle était mouillée et que le liquide ressemblait à de l'eau, à du lait. L'expert précise qu'il faut cesser de mettre l'enfant en présence du père. Elle a ensuite eu aussi une expertise médico-légale où il est précisé que l'hymen est intact, mais qu'en revanche, il ne peut être éliminé l'éventualité d'une pénétration anale. Ce qui corrobore avec les dires de mon enfant. Donc, cette procédure a été jointe en fait au signalement préalablement effectué par le Conseil général en suivant d'une information préoccupante reçue de la part d'un tiers pour des faits commis par monsieur, donc par le père, en présence de l'enfant. Donc voilà, je me suis retrouvée là-dedans. Donc ma fille a parlé à plusieurs reprises. Suite à ces révélations, ma fille a été très bien prise en charge par le département. J'ai été orientée vers une équipe pluridisciplinaire de service médical. Donc elle a bénéficié d'une prise en charge, donc notamment pour favoriser l'expression dans un contexte d'inhibition. Donc il est dit dans les rapports que l'enfant aborde à minima les relations avec son père. Elle évoque les misères que lui ferait son papa. Donc les misères, vous avez compris, c'est le terme qu'elle emploie avec ses mots d'enfant. Donc c'est une enfant enfin bon voilà, je vais pas tout vous dire, mais il se trouve, enfin je vous précise qu'à la fin de son suivi, donc elle a eu 6 mois de suivi, j'en ai eu un également parce que vous imaginez bien que prendre ces révélations en pleine face sur son enfant, c'est le ciel qui vous tombe sur la tête. Donc j'ai eu un suivi également avec la même équipe. Et au regard donc, de l'évolution positive qui a été observée durant la prise en charge, nous avons convenu d'ailleurs, donc avec la mère, c'est ce qui est dit, de mettre fin à la prise en charge actuelle à la fin de l'année scolaire. Voilà, parce que ma fille a réussi quand même à passer à autre chose, puisque je vous le verrai ensuite, mais je ne l'ai pas remise à son père suite aux révélations de viol. Le principe de précaution n'a pas été appliqué, mais je commets du coup des non-représentations d'enfants. Donc, il faut savoir que j'ai par exemple ici un email de l'hôpital qui écrit par exemple: je suis navrée de lire cela et je ne sais pas quoi vous dire, nous ne comprenons vraiment pas ce qui se passe. Donc voilà, c'est pour vous donner une idée que sur l'état, enfin les révélations réelles, enfin crédibles, exactement c'est le terme, crédible de ma fille. Ou ici par exemple, là j'ai un autre email où le docteur qui a fait le suivi de ma fille me demandait justement d'acheter un thermomètre digital plutôt que d'utiliser un thermomètre anal pour la température. Donc je lui explique que je veux bien d'en acheter un, enfin voilà. Mais forcément, j'ai un esprit d'analyse. Si on me demande d'acheter ça, c'est que ma fille a fait des dessins, a fait des gestes, des révélations, elle a raconté quelque chose. Donc voilà, il est dit dans les rapports qu'une thérapie de groupe est proposée à l'enfant. C'est une fillette de 3 ans et 8 mois qui s'exprime bien, qui a du vocabulaire et une bonne compréhension. Elle sait dire qu'elle est en petite section de maternelle, qu'elle mange à la cantine, qu'aujourd'hui il y a grève. Elle est en capacité de donner le nom de l'école, de ses maîtresses, de ses camarades.
Elle n'est pas farouche, elle se sépare volontiers de sa maman. Elle n'engage pas très facilement la relation ni la conversation. Elle répond que son papa il n'est pas gentil, il met le doigt à la pépette la nuit. Elle dit dormir dans la chambre de son papa sur un matelas. Nous constatons qu'elle semble embarrassée à évoquer sa situation familiale et que l'insistance peut l'amener au mutisme. Nous pensons qu'elle a pu tenir ses propos justement dans un cas, envers quelqu'un de familier et qu'elle a compris qu'il s'agissait de comportements déviants et répréhensibles. Cela pourrait expliquer qu'elle ne veulent pas en parler. Donc ça, c'est un premier rendez-vous en fait, c'est pour ça. Donc en effet, elle se présente comme une petite fille particulièrement éduquée et policée, en capacité de comprendre ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, ce qui se dit et ce qui ne se dit pas. Ces allégations sont à prendre en considération et cet enfant pourrait aussi ne jamais les redire si la verbalisation est menaçante. Nous tenons à dire que cet enfant est particulièrement fine et perspicace malgré son très jeune âge. Les allégations tenues par cet enfant sont suffisamment préoccupantes pour poursuivre les investigations et impliquer le père dans le processus avant de lui reconfier l'enfant. Donc ça, c'est un premier rapport. Un second, elle a été en capacité de nous raconter ce qu'elle vivait chez son père. Donc nous la revoyons, elle est souriante, volubile et joyeuse. Elle amène son poupon sexué pour montrer qu'elle sait la différence des sexes et qu'elle ne confond pas ceux des filles et des garçons. Elle va tenir des propos suivants. Il m'a mis son zizi dans ma pépette et ça m'a fait mal. Il m'a mis son briquet dans les fesses, puis il m'a mis sa fourchette parce que peut-être il m'aime pas. Je suis allongée sur le lit de papa. C'est moi qui écarte mes fesses, c'est papa qui me le demande. Donc, il y a beaucoup encore. Il met son porte-cigarette dans mes fesses, il le rentre dedans. Enfin, je peux pas tout vous lire, mais voilà. Donc il y avait une psychologue, il y avait docteur, éducatrice, non, voilà, éducatrice et aussi une assistante sociale. Donc nous nous interrogeons une proximité corporelle inadéquate, des contacts et des jeux sexuels érotisés en l'absence de témoins, sachant que l'enfant dit dormir toute nue, qu'elle dort sans couche, sans pyjama, qu'elle se réveille avec le zizi de son papa sur elle. Nous n'aurons pas d'interprétation ni latérale et immédiate à propos de la queue de la fourchette, qui rétrécit, du zizi de papa, mais les mots sont évocateurs d'une scène à connotation sexuelle que l'enfant n'est pas en capacité de comprendre. Elle va dessiner la fourchette et le zizi à côté en parlant de la queue de la fourchette et de la queue sur le zizi de papa. Comme s'il y avait une assimilation de sens entre les deux objets. Donc elle a fait un dessin de cette scène, c'est ce qu'ils mettent dans le rapport, je ne l'ai pas vu, Voilà, donc à plusieurs reprises, elle dira qu'elle doit obéir à son papa par peur qu'il se fâche. Dans un moment de consultation, elle se campe devant nous et avec un air très sérieux en nous regardant droit dans les yeux et déclare « J'en ai marre de papa ». Il est encore fait référence d'un dessin de ma fille. Donc voilà, c'est un autre rapport encore. Suite aux révélations de l'enfant, un suivi psychologique a été mis en place. L'enfant et sa maman, donc notre unité a rencontré l'enfant et sa maman et en vue d'un soutien psychosocial. Donc c'est vrai que j'ai été très bien prise en charge jusqu'à ce moment-là. Ils expliquent que nous pouvons considérer la saisine d'un juge des enfants, donc eux aussi, pour évaluer l'absence de tout danger physique, moral, psychique et sexuel. Il me sera même dit durant ces entretiens qu'on est enfin bon, voilà, donc lors de son suivi psychologique, par exemple, il va être dit qu'au cours du jeu de la dinette, nourrissage de bébé, l'enfant parle sans arrêt, décrit ce qu'elle fait et tout en jouant, elle me dit sans un autre commentaire « Et mon père, il m'a fait des misères, alors je veux plus le voir ». Qu'elle a encore un peu peur de son papa quand nous parlons du livre des émotions.
qu'elle a reçu en cadeau, oui c'est vrai, elle l'avait reçu lors d'un anniversaire par une petite camarade. Euh, Immobile, elle pleure, elle peut dire qu'elle est triste, a besoin d'un moment pour renouer sur des choses plus légères. Les commentaires que je fais tombent bien. Elle peut dire qu'elle a peur que papa envoie des messages à maman pour être méchant avec elle. Donc il y a aussi des dessins que l'enfant a fait à l'école pour expliquer les misères que lui a fait subir son père. Donc reprise avec elle de ces éléments. Donc voilà, bon, il y a des détails qui sont dits. Hein, elle nous parle de sa peur, de l'alcoolisation de son père pour faire voilà. Euh, bon, on va discuter des misères de mon vilain père. Voilà, voilà, je peux pas tout vous citer, mais c'est pas l'objet. L'objet, c'est de vous dire que les enfants parlent et voilà ce qui se passe après. Donc il est dit en conclusion, donc c'était vraiment à la fin de son suivi qu'elle a bien profité donc de l'APEC. C'est l'équipe pluridisciplinaire. Le groupe ne nous semble pas indispensable car elle s'est bien ouverte aux autres, elle s'est détendue. Donc on propose un arrêt progressif. Donc voilà, j'insiste, de ce côté-là, on a vraiment été bien pris en charge et c'était vraiment nécessaire, c'était un bon suivi quoi. Donc au vu de tout ça, donc du signalement du département, celui de l'hôpital, les informations du rectorat qui viennent s'adjoindre à l'enquête, donc le département, l'hôpital et le procureur en fait saisissent un juge des enfants et demandent une expertise psychiatrique du père. Donc les violences conjugales dans le rapport de la protection de l'enfance en juin 2019 sont transformées en conflit parental dans le jugement de juillet 2019. Depuis, il y a une AEMO qui est mise en place. C'est une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert. Donc je vais vous lire les motivations du rapport de la CRIP de la protection de l'enfance. L'évaluation met en avant des violences conjugales depuis le début de la grossesse de l'enfant. La sécurité de Madame Thiel est questionnée, son adresse n'étant plus tenue secrète par décision JAF du 15 octobre 2018. Depuis cette décision, monsieur n'a pas respecté le cadre de son DVH et s'introduit donc chez Madame Thiel. Il menace Madame Thiel. La sécurité de Madame Thiel et de l'enfant est questionnée du fait des menaces de monsieur. Et voilà, et on arrive donc au jugement. Donc on est d'accord, tout parle de violence conjugale. J'ai des jugements, des violences conjugales qui sont avérées par la justice. Et je me retrouve donc un mois après ce rapport-là, avec un jugement que l'enfant est dans une situation très préoccupante au milieu d'un conflit parental particulièrement virulent. Donc, il faut comprendre aussi que l'AEMO, c'est en quelque sorte l'étape avant le placement de l'enfant à l'ASE. Sachant qu'en janvier 2020, la plainte pour viol par ascendant de ma fille a été classée sans suite pour infraction pas suffisamment caractérisée. Le procureur a écrit que ma fille fantasmerait. Donc, à 3 ans et demi, elle était en mesure de fantasmer. Sachant que déjà, comment peut-elle imaginer l'inimaginable comment peut-elle fantasmer sur quelque chose qu'elle ne connaît pas à 3 ans et demi? C'est qu'elle l'a bien vécu. Et excusez-moi. Et de toute façon, fantasme n'est pas un critère d'appréciation juridique. Donc je me porte partie civile, bien entendu, je conteste. Parce que, excusez-moi. Aujourd'hui, mon enfant a 5 ans et demi, elle ne sait toujours pas comment on fait des enfants. Elle croit encore à la petite graine qu'on met dans l'oreille. Et elle connaît, c'est forcément pas à 3 ans et demi, les orifices. Dire tout ce qu'elle a pu raconter et encore plein d'autres choses que je ne peux pas vous dire.
Voilà, et donc la plainte a été classée sans suite pour infraction pas suffisamment caractérisée, ce qui ne veut pas dire que son agresseur n'est pas pour autant innocent. Donc la victime existe, elle est bien là, ma fille elle existe. D'ailleurs la juge m'avait dit merci, vous n'allez pas m'apprendre mon métier. Malgré ça, je vais vous lire maintenant les attentes du magistrat. Donc tenter d'aider les parents à prendre du recul pour apporter je reprends. Les attendus du magistrat sont tentés d'aider les parents à prendre du recul par rapport à leur ressentiment vis-à-vis de l'autre, mieux comprendre les enjeux autour de l'enfant et reconstruire autour de l'enfant un climat un peu plus apaisé. J'aimerais qu'on m'éclaire, personne n'est capable de me dire, sur ce que veut dire de prendre du recul face à mes ressentiments envers le père qui a fait du mal de la façon la plus abjecte à ma fille. Est-ce que ça veut dire pardonner le crime, comprendre le crime ? Est-ce aussi transformer les violences conjugales en conflit parental pour avoir la main mise sur l'enfant à travers le code civil ? Sans oublier que ce même père, depuis que j'ai quitté le domicile conjugal, donc en 2015, après avoir attenté à mes jours, et pour donc protéger ma fille, qui est née en mars 2015, continue de me menacer de mort. Il a été donc rendu coupable le mois dernier. Donc voilà, les enfants parlent, ils racontent, ils dessinent, mais on crée des mesures pour noyer en fait le fond du dossier, c'est-à-dire le viol, les viols et les violences conjugales. En justice, on joue aux poupées russes. Et maintenant, je me demande, voilà, je suis une maman isolée, est-ce que aussi je ne serais pas une cible potentielle ? Donc mon enfant a parlé, mais le but de la justice, c'est de la remettre face à son père. Donc on me demande l'impossible. On nous demande de choisir clairement entre la peste et le choléra, le père ou le placement. Parce que je suis aussi menacée de placement si je vais à l'encontre de la mesure. C'est écrit dans le jugement. Donc j'ai toutes les conditions requises pour éduquer ma fille correctement. Nous sommes bien entourés, j'ai un travail, nous avons une vie riche d'amour. Alors, effectivement, par contre, je contredis le conflit parental, puisqu'on sait qu'ils utilisent ce motif pour placer les enfants. Il y a quand même 50% de placements abusifs au motif du conflit parental, d'un pseudo-conflit parental. Ça n'est même pas de moi, c'est l'inspecteur de l'IGAS lui-même qui l'a dénoncé. Et surtout que, d'autant plus que j'ai de la chance, j'ai envie de dire, d'avoir des violences conjugales avérées. Mais elles sont complètement occultées. Et ça ne plaît pas que je me défende, forcément. Alors que je ne suis pas en train de me prendre la tête avec son père pour savoir si le cartable va être rouge ou jaune ou bleu ou autre. On n'est pas dans un conflit parental, je ne réponds à rien, à aucune de ces menaces, surtout qu'il n'y a rien de constructif, il n'y a rien à dire. C'est jamais dans l'intérêt de l'enfant, enfin voilà. Donc il y a bien un parent qui a un dysfonctionnement et qui fait subir les violences. Les violences sont unilatérales, on est bien d'accord, il y a un seul auteur. Voilà, les violences conjugales, c'est pas un désaccord entre deux personnes, ce sont des violences d'un agresseur sur une victime, un dominant et un dominé. Il n'y aura jamais de rapport égalitaire, puisque l'auteur nous considère comme sa proie. Alors, il faut savoir qu'en plus, le conflit est autorisé par la loi, il n'y a rien qui contredit. Ce sont les violences conjugales qui sont interdites par la loi, et nous savons qu'un conjoint violent n'est pas un bon père, que c'est officiel aujourd'hui. L'enfant est victime à part entière des violences conjugales. Longtemps, il a été considéré comme un témoin, parce qu'il n'était pas forcément marqué par des coups, par exemple, mais les violences conjugales provoquent les mêmes dégâts que les victimes d'attentats. Et les violences conjugales mènent à la mort. Alors je n'arrive pas à comprendre comment on peut lire conflit parental dans mon affaire. Est-ce que c'est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de ne pas préciser, de ne pas nommer les violences ? Parce que dans ce cas-là, tous les couples sont en conflit. Et heureusement, on a fini l'époque de la soumission. Ça veut dire quoi ? Un conflit, c'est un désaccord entre deux personnes. Les enfants des couples qui sont ensemble tous les jours, dans ce cas-là, ils sont encore plus exposés. Faudrait placer tous les enfants dans ce cas. Et c'est n'importe quoi. Ce qui est toxique, c'est la violence parentale surtout quand elle est exercée par le même parent, et c'est que c'est toujours l'autre qui l'a subi. Donc, dans l'intérêt de l'enfant, il faut déjà commencer par nommer
les violences conjugales pour assurer la protection de l'enfant et de la mère et appliquer du coup fermement la Convention d'Istanbul et la Convention de Lanzarote. Ce sont des textes de loi internationaux et qui font partie intégrante de la loi française et qui définissent et protègent les femmes et les enfants contre toutes les violences à leur égard. Il est précisé dans le jugement que les parents ne parviennent pas pour l'instant à voir l'enfant comme une personne distincte d'eux-mêmes, ayant ses propres droits, et notamment celui d'avoir une relation avec ses deux parents et d'avoir son espace de parole. Donc il a été rappelé aussi à la mère que si elle rend impossible l'exercice d'une mesure AEMO, dans un contexte aussi préoccupant pour l'enfant, un comportement d'obstruction de sa part risque de poser la question d'un placement en milieu neutre. Donc voilà, il est rappelé que la procédure pénale ayant été classée en janvier 2020, les parents doivent réfléchir avec le service comment l'enfant peut reprendre des contacts avec son père de manière rassurante pour elle. Monsieur doit veiller aussi à remplir ses obligations financières pour l'éducation de l'enfant. Oui, parce que il faut savoir qu'aussi, il ne paie pas ses obligations de père, donc la pension alimentaire et les frais scolaires depuis avant les révélations des viols de ma fille. Alors même qu'il dit en plus expert au tribunal, qu'il serait consultant à l'international, hein, c'est ce qu'il écrit dans les procès-verbaux. Enfin, c'est ce qu'il dit plutôt, pardon, dans les procès-verbaux. Donc, il faut savoir que... Excusez-moi, donc même ma plainte pour abandon de famille, donc pour la pension alimentaire, a été classée sans suite pour infraction pas suffisamment caractérisée, alors que j'ai donné mes relevés de compte, donc enfin c'est il paie ou il paie pas, donc c'est pour vous dire à quel point tout ce qui est autour de l'enfant, tout est classé sans suite. On ne se préoccupe pas de son intérêt, alors que c'est une violence directe, ça. Sur l'enfant, c'est selon la Convention d'Istanbul, selon les lois, les droits économiques, les droits de l'enfant ne sont pas garantis. Et voilà, donc tout ça pour vous dire que je risque de perdre ma fille. C'est ma petite fille que j'ai de plus précieux au monde. Donc c'est de la persécution. Comme si ce que son père nous faisait subir n'était pas suffisant. J'ai toutes les épées de Damoclès au-dessus de ma tête. C'est une torture supplémentaire. Les décisions sont iniques. L'esprit est toujours faussé. On cherche à m'épuiser. C'est une pression constante. Je m'en sors pas. Je ne vois pas le bout. C'est un combat sans fin. Alors je peux même pas me projeter sur l'avenir. Mais tout ça pour vous dire que les enfants, ils parlent, et même quand ils parlent, il ne se passe rien en justice. Donc c'est pour ça déjà dans tout ce qui est pénal, viol, il faut nous donner accès à un juge d'instruction. Parce que ma fille à 3 ans et demi ne peut pas avoir fantasmé, c'est pas possible. Donc pour vous expliquer, je témoigne parce que c'est vraiment difficile. Parce que quand l'enfant parvient à se confier, il se retrouve coincé dans la boucle infernale du système judiciaire. Alors effectivement, ma fille ne veut plus revoir son agresseur, ce qui est plutôt légitime, hein. Mais comment peut-elle se faire entendre? Qui d'autre que moi pour l'accompagner dans sa défense? Je suis ce qu'on appelle du coup le parent protecteur. Et aujourd'hui, on va obliger ma fille à revoir son agresseur. Alors qu'elle a parlé, qu'elle a dessiné, elle a vu en un an plus de 15 professionnels. En un an! Donc elle parle aux professionnels, ils me le disent, ils me racontent des choses. Elle ne veut plus le revoir, elle dit qu'elle a peur de lui, qu'elle a souffert, qu'elle veut plus le revoir. Là, dernièrement, elle a encore dit d'emblée qu'elle ne veut même plus parler de lui. Donc, d'ailleurs, la police à l'époque avait même souligné qu'elle disait mon père et non papa. Donc elle en a marre. Depuis juillet 2018, ma fille a vu plus de 15 professionnels. Elle a parlé, dessiné, réitéré et rien ne suit. Elle est violentée dans sa vie de petite fille. J'aimerais qu'elle grandisse avec son innocence. Elle est née que dans les procédures.
Et là, ce qu'on lui fait subir, c'est invraisemblable, c'est inimaginable. Alors qu'elle a été très bien prise en charge quand elle a parlé donc par le département. Elle a été orientée par l'hôpital et le département par un service d'accompagnement. Ils ont arrêté parce qu'elle est passée à autre chose, je vous l'ai lu précédemment, et qu'il fallait plutôt un suivi doux d'ailleurs, qui s'est lui-même arrêté. J'ai continué en fait avec une psychologue adaptée et puis on a décidé de mettre fin pour qu'elle garde son innocence parce que c'était trop pour elle. Elle est trop petite. Et je prends pas les décisions seule, hein, je me fais accompagner de professionnels de confiance. Et elle doit retrouver une vie de petite fille de 5 ans et demi aujourd'hui. Elle a 5 ans. 5 ans et demi aujourd'hui et depuis 2 ans, elle ne vit que dans les procédures à raconter. Elle a des rendez-vous et c'est infernal. C'est une pression constante aussi pour elle, c'est permanent. Et ils veulent la remettre et devant son criminel. C'est suicidaire, il la tue. Et moi-même, je suis torturée, de toute façon, c'est de l'acharnement. Et on s'acharne sur ma fille parce qu'on considère encore le lien père-enfant par défaut. Dans tous les cas, ce que je veux vous expliquer, c'est que dénoncer ou pas, il tue nos enfants. Au jour d'aujourd'hui, on se trompe de paradigme, faut changer de paradigme. Faut prendre le problème à la racine. Donc du coup, avec la mesure d'AEMO, ma fille, en fait, c'est tous les enfants qui ont ces mesures-là, les miges aussi. On appelle ça un PPA, c'est un projet personnalisé d'accompagnement. Que l'enfant pourra retrouver, c'est son histoire en quelque sorte, c'est son histoire, retrouver à sa majorité en le réclamant au département. Mais déjà, l'esprit là-dedans est faussé parce que n'y figurent ni les viols, ni ces révélations, ni même les violences conjugales. On parle de conflit parental. Alors qu'on parle aussi de la pension alimentaire qui n'est pas versée, hein, qui a été aussi classée sans suite. Alors voilà, donc oui, je dénonce la réalité socio-judiciaire. Il faut arrêter de donner du rêve aux enfants, aux parents protecteurs, parce que c'est à la source qu'il faut d'abord s'attaquer, la justice. On se retrouve dans une roue de l'enfer, c'est la roue de l'enfer. Je suis victime de violences conjugales et j'arrive à être coupable. On ne tient pas compte, les juges ne tiennent pas compte des paroles, de leurs révélations, de leurs choix, de leurs envies. Et je vous assure, en audience, on ne parle que de lui, que de ses droits. Et les droits des enfants, je le fais remarquer, quoi. Ils ne sont pas abordés, ils sont occultés. Alors qu'il fait même pas ses devoirs, en plus de père depuis 2 ans, quoi. Et donc voilà, personne ne porte leur voix. En France, en 2020, nos enfants sont maltraités par les institutions. Au-delà de cela, j'ai toujours respecté le jugement malgré des signes que je ne comprenais pas, des crises d'hystérie de mon enfant pour ne pas y aller. Ce sont des voisins de ma résidence qui m'aidaient à la porter. Et je vous passe beaucoup de choses. Mais on est seul, il n'y a personne dans ces moments-là. Il n'y a personne, on se débrouille. Donc j'ai respecté jusqu'au signalement de l'hôpital les droits du père, les droits de visite. Le principe de précaution n'a pas été appliqué, qui est pourtant systématique sur un enfant. Elle avait 3 ans et demi. Donc j'applique le principe de précaution depuis les révélations de viol. Je suis contrainte de faire des non-représentations d'enfants et je risque la prison ferme. Si je n'en remets pas mon enfant à son père, c'est suite à la dénonciation des viols de ma fille. J'ai appliqué donc ce principe, mais c'est à cause de lui seul qu'il ne la voit plus. C'est jamais nous, les parents protecteurs, c'est eux qui sont punis, qui sont incriminés, alors que c'est par sa faute à lui, simplement de lui seul. Comment une mère digne de ce nom pourrait laisser son enfant à un homme qui la frappe et qui a violé sa fille? C'est un homme dangereux pour ma fille. Comment ma fille peut trouver un équilibre avec un père qui la viole, le crime le plus abject, et qui a frappé sa mère, qui la menace, qui l'insulte?
Pourriez-vous vous-même être capable de côtoyer un homme qui a tenté de vous tuer? Et demain, si un homme venait à vous violer dans la rue, est-ce que la semaine suivante, vous pourriez prendre le thé avec lui par la suite? Voilà, personne ne se préoccupe du traumatisme des enfants. En justice. Aujourd'hui, elle va bien, mais parce que j'applique ce principe de précaution et qu'elle ne l'a pas revu pour le moment. Mais imaginez-vous un instant qu'elle se retrouve face à son agresseur, face à lui, à la personne que vous avez dénoncée. Elle est encore petite, elle ne mesure pas l'horreur des actes sexuels comme nous on le voit, mais elle a beaucoup parlé de sa souffrance. J'ai même récupéré dans des états, donc j'ai des photos qui expliquent ces dessins, parce que ce sont des puzzles qu'on reconstitue avec les professionnels, hein. C'est pas venu du jour au lendemain non plus tout ça. Comprenez que j'aimerais mieux que ma fille elle ait un père normal. Même moi, en tant que femme, j'ai une vie aussi. J'ai des activités, je suis bien entourée, j'ai beaucoup de chance de ce côté-là. Mais comme si l'horreur des viols n'était pas suffisante, comme si la violence et les menaces de mon ex-mari n'étaient pas suffisantes, je subis encore et encore. Nous subissons toutes les épées de Damoclès au-dessus de nos têtes. Alors je prends la parole, je témoigne, mais mon dossier est un cas d'école. Tant qu'on n'est pas dans ces affaires, on ne sait pas ce qui se passe. Il faut beaucoup de courage, d'énergie et être bien entouré. Un portefeuille bien garni parce que le prix des audiences aussi, on s'endette. Donc j'ai de la chance d'avoir ma famille qui m'aide, mais je vis au gré des échéances. Et tout ça, c'est de l'argent pour notre foyer. Donc pour ma fille, c'est considérable. Mais derrière, c'est parce que les lois ne sont pas appliquées. Parce qu'on est maltraité en justice, malmené par la justice. Tout est en longueur. C'est un combat sans fin. On ne voit pas le bout. Et on doit changer ça. Avant tout, il faut réapprendre à écouter l'enfant plutôt que penser à sa place, ce qui éviterait de beaucoup de situations désastreuses. Il y a un refus en France d'entendre l'enfant. Les services sociaux, les juges pensent et décident à sa place. C'est dramatique. C'est dramatique même. Ma fille, elle a raconté même des choses à l'éducatrice et on n'en voit même pas la trace, quoi. Tout est occulté. C'est dramatique parce que ça condamne l'enfant à revivre les violences qu'il a dénoncées pour rien. L'horreur absolue. Voilà, l'inceste est le crime le plus abject parce que c'est un crime sans cadavre et l'enfant est enchaîné par les liens de famille. C'est de la violence, de la maltraitance, c'est un fléau. L'inceste est un fléau.